Madame, Monsieur, bonsoir. Du sport ce soir dans votre émission et nous mettons le golf à l'honneur. Ce n'est pas un hasard puisqu'une golfeuse marocaine fait l'actualité. Elle vient de décrocher le 32e Lacoste Ladies Open de France. Du haut de ses 24 ans, Inès Lakhlaleche devient la première femme arabe à gagner une compétition de ce niveau. Un réel exploit, une réelle fierté pour le royaume, pour la femme marocaine et pour la Fédération royale marocaine de golf, qui a su repérer le potentiel de la jeune joueuse, l'intégrant dans sa cellule Excellence, c'était en mai dernier, ce qui assure à la championne un encadrement technique et sportif de très haut niveau, ainsi qu'un soutien logistique personnalisé. On en saura plus dans cette émission. Inès Lakhlaleche est avec nous en exclusivité sur ce plateau de Média TV. L'occasion aussi pour nous de dresser un état des lieux de ce sport de compétition, de concentration et de précision. Comment prépare-t-on les nouveaux et futurs champions nationaux ? Quelle est l'évolution de la politique golfique du Maroc et quelles sont les initiatives pour démocratiser la pratique du golf et en faire une discipline grand public où les jeunes Marocains peuvent évoluer. Et pour son premier passage sur un plateau TV marocain, Inès Lakhlaleche est donc avec nous ce soir. C'est une immense joie pour moi que de l'accueillir. Bonsoir Inès et félicitations Mbrok. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Le plaisir est pour nous et justement pour représenter cette fédération marocaine de golf, Fédération royale marocaine de golf, le président de la commission sportive de cette fédération, Jalil Bnazouz, bonsoir. Bonsoir Ihsan, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Saad Lachoufbi, président de la commission formation de la fédération, donc, est avec nous également. Bienvenue. Merci Ihsan. Bonsoir. Donc ma première question, bien sûr, elle est destinée à la championne nationale, Inès Lakhlaleche, première femme arabe à remporter l'Open de France. Vous marquez l'histoire, vous marquez l'histoire du golf marocain, bien sûr, mais aussi du golf de toute une région. Cela vous fait quoi ? Je suis honorée de pouvoir représenter mon pays à haut niveau. Pour moi, je ne fais rien d'exceptionnel, je tape dans une balle si, quand même, et je fais de mon mieux à chaque fois. Après, marquer l'histoire, c'est un plus. Si par la même occasion, il y a des jeunes joueurs que je peux inspirer sur le chemin, ce serait énorme. Et après cette victoire, j'ai reçu énormément d'encouragement de gens dans le sport ou autres qui m'ont transmis comme message que merci, tu nous as montré que c'était possible. Et ça me donne envie de juste continuer et de faire encore plus. C'est un plus et de faire encore plus. Est-ce que c'est pas plus de responsabilité du coup ? Donc on a une pression qui est supplémentaire après un tel exploit à l'international, Inès. Moi, je vois ça comme un boost en confiance. Je pensais pas. On prévoit rien dans la vie, mais je pensais peut-être pas qu'une victoire allait venir aussitôt dans ma carrière, vu que ça fait que 6 mois que je suis professionnelle de golf. Mais je suis ravie parce que c'est une étape franchie. Maintenant, je peux penser à la suite. Ouais, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Ça fait 6 mois que vous êtes dans le circuit professionnel, justement, et vous avez dit que vous aimeriez inspirer la jeunesse marocaine. Alors, parlez-nous justement de votre parcours dans cette discipline qu'est le golf. Alors, j'ai démarré à l'âge de 10 ans. Et par hasard, mon père a voulu essayer le golf et je suis allée avec lui. Je suis rentrée au golf d'Anfa à Casablanca et c'était un petit paradis dans Casablanca. Une verdure extraordinaire. J'ai trouvé mon terrain de jeu en fait. Et j'y suis allée tous les jours pendant 3 mois. Et au bout de 2 ans, je rentre dans l'équipe nationale féminine et je représente le Maroc au championnat arabe en Tunisie. Donc j'avais 12 ans à l'époque. C'était une catégorie femmes, tout âge confondu. Et en fait, je pense que j'ai été vite bonne au sport. Et j'ai commencé à gagner des garçons qui jouaient depuis bien longtemps, qui tapaient plus fort que moi, etc. Donc je pense que c'est cet esprit compétitif qui m'a vraiment attachée et qui m'a donné envie de voir jusqu'où je pouvais aller. Et jusqu'à maintenant, je me dis jusqu'où est-ce que je peux aller. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de repousser constamment ses limites. Vous repoussez constamment vos limites et cela coule un peu de source quand on pratique cette discipline qui requiert beaucoup de mental. Alors, en préparant cette émission, j'ai trouvé que
70% de mental pour une discipline qui est sportive quand même. Comment préparez-vous votre mental et comment l'avez-vous aussi comment l'avez-vous constitué au fil des années en pratiquant cette discipline qu'est le golf? Je pense que l'environnement dans lequel j'ai grandi y est pour beaucoup, parce qu'il y a forcément, ça se travaille, mais il y a quand même une nature aussi. Le fait d'avoir des gens dans la famille, son entourage, qui a un état d'esprit où pour eux tout est possible. Enfin, j'ai grandi dans une famille où on n'a pas peur de prendre des risques, on y va à fond. Et donc je pense que voilà, mais la manière dont j'ai grandi y est pour beaucoup. Et là, bien sûr, maintenant que je me professionnalise, je fais de la préparation mentale. Donnez-nous un exemple de préparation mentale, justement. Pour l'instant, je fais moi-même. Je n'ai pas de préparateur mental, mais c'est-à-dire qu'après chaque partie de golf, je fais un débrief sur ma partie. Je vois ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon. Pourquoi, pas seulement techniquement, mais pourquoi est-ce que j'ai raté des coups de golf? Est-ce que j'ai senti un coup de pression particulier à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que ça bloque dans ma tête? Et j'ai beaucoup évolué en 6 mois parce que mes premiers tournois, j'étais complètement raide physiquement à cause du mental. Et du coup, ouais, en fait, c'est ces débriefs à chaque fin de partie qui m'aident. Vraiment, j'essaye d'être consciente de mes émotions tout le temps. Et depuis 6 mois, où il y a un peu moins de 6 mois, vous avez signé une convention avec la Fédération royale marocaine de golf, Tout à fait. justement pour un accompagnement. Alors un accompagnement bien sûr technique, mais pas que logistique. Qu'est-ce que cela a changé d'abord? Bon, bien sûr, ça a changé. Vous êtes aujourd'hui championne, mais ça a dû aider. Mais qu'est-ce que cela a changé dans votre quotidien? Bah, clairement, la Fédération royale marocaine de golf est d'un très très grand soutien. À chaque fois qu'il y a un joueur qui performe, la fédération est là pour le soutenir d'un point de vue financier, logistique et autres, technique aussi. Donc, en fait, je me soucie juste moins des problèmes du quotidien. Je sais qu'une grosse partie de ma saison est financée et ça, je pense que jouer avec le mental et l'état d'esprit tranquille, se dire que j'ai comment aller au tournoi, ça y est pour beaucoup et je les remercie vraiment du fond du cœur. Alors, Jalib Nazouz, vous êtes président de la commission sportive de notre fédération royale de golf marocaine. Pourquoi? Bon, alors, vous n'avez pas attendu qu'elle décroche ce titre à l'international pour signer une convention avec elle et pour la prendre par la main et l'accompagner. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez décelé dans cette championne en mai dernier, avant de signer cette convention en mai dernier? Alors, je voudrais dire d'abord qu'on connaît Inès depuis quelques années déjà. Quand elle était encore amateur et qu'elle était jeune, elle a parlé de ses participations en équipe nationale en Tunisie à 12 ans. Donc déjà, la fédération était avec elle. Et c'est elle qui l'avait sélectionnée et emmenée donc, dans ses compétitions internationales. Et ensuite, on a gardé contact jusqu'à ce que Inès parte pour faire ses études. Sport-études dans un premier temps, puis un petit break qui a duré 4 ans pour qu'elle ait son diplôme. Et après avoir reçu son diplôme et qu'elle est rentrée en 2019, si mes souvenirs sont bons, on a repris contact. C'était naturel parce que Inès avait laissé vraiment une image exceptionnelle au niveau du golf. Et la prise de contact a été naturelle et on a discuté. Et elle a pris le temps de réflexion et puis elle est revenue vers nous pour nous dire, bon, ben, j'ai envie de prendre des années et les consacrer au golf. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on verra. Et la fédération a tout de suite renoué ce contact. Et donc, la première fois qu'on a repris contact avec elle, c'était une signature de convention avec une joueuse amatrice en 2019. Et c'est là qu'a commencé un travail. C'est une reprise de contact avec le golf de haut niveau pour Inès. Elle a passé 2 années donc, encore avec nous en tant qu'amatrice. Elle nous a représentés dans les championnats du monde au Mexique et en Irlande. Et puis, donc, l'année dernière, elle est arrivée à maturité. En fait, la fédération l'a accompagnée pour la faire arriver à maturité pour sa décision de devenir professionnelle. Et quand elle a pris cette décision, on l'a, bien sûr, accompagnée là-dessus. Et elle a passé ses cartes européennes qu'elle a déclenchées du premier coup. Et ça, c'est exceptionnel parce que son accès au Ladies European Tour, c'était déjà un exploit l'année dernière. C'est l'accès le plus compliqué
pour arriver sur un circuit majeur. Et Inès, elle nous a fait un plaisir énorme d'y accéder dès sa première année, dès la première tentative qu'elle a faite. Et aujourd'hui, après 6 mois de carrière professionnelle, à nous ramener une victoire, c'est tout simplement, et je tiens encore à la remercier, je suis encore un peu ému de cette victoire parce que le Maroc entier l'a suivi samedi dernier. Elle nous a justifié tous les efforts que nous déployons sous la présidence de Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, et cette détection, ce développement qu'il nous demande de faire. Inès nous a donné une raison d'aller encore plus loin et elle va nous aider maintenant pour attirer encore plus de monde vers ce sport. Aller plus loin, nous allons en parler justement sur cet avenir du golf, de ce sport au Maroc. Petite question pour Saad Lachfoubi. Quand on parle de formation, qu'est-ce que vous présidez donc cette commission de formation à la Fédération royale de golf. Comment formez-vous justement les futurs champions? Alors, effectivement, merci Ihsen. Donc, à l'arrivée de Son Altesse Royale à la Fédération en 2018, les 3 axes prioritaires de la Fédération royale de golf concernaient principalement la formation, la partie développement et la partie sportive. Donc, sous l'impulsion de notre président, nous avons effectivement lancé un certain nombre de programmes de formation qui visent vraiment à conforter et améliorer les compétences dans l'ensemble des métiers du golf. Donc, principalement, nous avons touché tous les métiers qui concernent la pratique du golf et le joueur, à savoir tous les services aux joueurs, les enseignants, une formation spécifique au niveau des enseignants, au niveau des caddies, au niveau de l'arbitrage. Donc ça concernait la partie pratique du golf. Il y a eu des formations qui ont également été montées concernant l'entretien du parcours de golf. Donc là, je citerai tous les métiers concernés, c'est-à-dire ça part du jardinier spécialisé, du fontainier, du mécanicien, c'est-à-dire toutes des formations complémentaires pour pouvoir mettre à niveau l'aire de jeu, tout l'écosystème, sans oublier également toute une insistance également sur la partie, je dirais, administrative, gestion des golfs, où tout à l'heure on en a parlé brièvement, le directeur de golf avec toute la partie commerciale, suivi, etc. Parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre de rester dans un golf et d'attendre que les jeunes joueurs viennent nous voir. Il faut quand même... Aller les chercher. Et donc, on essaye effectivement et les fidéliser derrière. Donc, il y a toute la partie hospitality management et commerciale pour pouvoir drainer tout ça. Donc, à titre d'exemple, le plus important, ce que nous avons, c'est surtout la formation des enseignants. Donc, la formation des enseignants est un pôle très important chez nous. Donc, on a réalisé ça en partenariat avec la Fédération française de golf et la PGA France dans un premier temps. Donc, sur la PGA France, donc, nous avons lancé 2 promotions de formation. Donc, nous avons 2 diplômes qui sont marocains. Donc, sur ces diplômes marocains, nous avons aujourd'hui pratiquement 84 ou 85 enseignants de golf de niveau 1. Nous avons une trentaine de niveau 2. Et nous avons surtout le 3e niveau. Niveau 1, c'est-à-dire pour le niveau débutant. 1, c'est un niveau débutant, c'est le niveau initiateur de golf. Le niveau 2 est un niveau de moniteur de golf. Et le niveau 3 est un diplôme français reconnu qui s'appelle le BPJEPS. Et donc, cette année, nous avons effectivement 6 candidats qui ont reçu et qui ont été diplômés du BPJEPS, qui est un diplôme français en bonne et due forme. Donc, dont le partenaire historique de Inès, Mehdi Saïssi, par exemple, effectivement, vient d'être était son partenaire quand elle était amateur pour la Coupe du Trône. Qu'est-ce que cela vous a apporté, justement, ce partenariat avec Mehdi Saïssi? C'était exceptionnel. Moi, pour moi, on m'a demandé tout à l'heure quel est ton plus beau souvenir au golf. Bien sûr, cette victoire, mais aussi mes participations en Coupe du Trône. C'est les seules fois où on joue au golf par équipe. En fait, c'est un tournoi où chacun représente sa ville. Ils prennent les 10 meilleurs joueurs de chaque ville. Et il y a un esprit compétitif énorme. Mehdi a une grande expérience en tant que joueur. Il est très encourageant. À l'époque, j'avais 13, 14 ans quand on faisait notre alliance. Et lui, il en avait 18, 19, 20. Et je garde de très, très bons souvenirs. Alors, puisqu'on parle de bons souvenirs, je voudrais revenir sur cette victoire, cette victoire en France et ce dernier coup. Donc, c'était contre McLaren. Oui, exactement. Alors, parlez-nous de cet instant-là. Nous avons les images qui vont être projetées de cet instant-là où vous avez vu que c'était un peu la consécration de ces années. Vous y croyez peut-être pas. Une surprise.
Décrivez-nous justement comment vous vous êtes vraiment senti à ce moment-là. C'est très difficile de mettre les mots dessus jusqu'à maintenant. Ça fait une semaine que ça s'est passé. Mais j'ai été remplie d'émotions. J'ai fait une interview juste après. J'ai pas réussi à parler. La journaliste m'a dit que j'étais justement la première arabe à gagner un tournoi international. Et le fait de l'entendre, ça m'a tellement émue. Je ne pense pas que je réalise la grandeur de cette victoire, vu que c'est la première dans le monde arabe, dans le monde nord-africain et marocain. En tout cas, c'est un honneur. Voilà, c'est ça. Je suis ravie. J'étais très, très reconnaissante de vivre ce moment-là auprès de mon mari qui est juste là derrière. Alors, parlez-nous justement. Donc, votre mari vous accompagne un peu partout Bon, il travaille, il fait comme il peut. J'essaie de négocier avec lui parce que forcément, quand il est là, ça y joue pour beaucoup. Je me sens mieux, je me sens bien, je me sens accompagnée, soutenue. Et cette semaine-là, il est venu me cadayer. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui a porté le sac, qui m'a accompagnée pendant tout le parcours. C'est vraiment le soutien, même dans l'image, le soutien du mari à sa femme. C'est-à-dire il lui porte le sac, c'est quand même, ça a beaucoup de symbolique, cette image de couple finalement, de champion. Tout à fait. Non, je le remercie du fond du cœur. Il y est pour beaucoup. Il m'a beaucoup apaisé cette semaine parce que c'était pas facile de gérer toutes ces émotions et de voir que lui était apaisé, serein. Ça m'a calmée et je voyais qu'il avait confiance en moi. Forcément, j'ai commencé à avoir confiance en moi et je pense avoir joué mon potentiel cette semaine-là. Première année au circuit European Ladies Tour. Quel est votre prochain objectif ? Acquérir de l'expérience, peut-être, un podium ou deux, un titre Donc, principalement, et depuis le début de la saison, depuis mon passage professionnel, c'était d'intégrer le circuit américain, qui est le LPGA Tour, qui est le meilleur circuit du monde, où jouent les meilleures joueuses du monde. Pour moi, ça me tient à cœur parce que j'ai envie de jouer à très haut niveau, j'ai envie de jouer contre les meilleurs, j'ai envie de gagner contre les meilleurs. Donc, Inch'Allah, j'espère pouvoir intégrer ce circuit-là. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année d'après ou l'année d'après. En tout cas, j'essayerai jusqu'à ce que j'y intègre, Inch'Allah. Voilà, il y a de la passion et on s'obstine. Et ça compte dans n'importe quelle discipline sportive. Mais vous avez dit, et M. Benazouz l'a précisé tout à l'heure, vous avez dit, je vais me donner quelques années pour le sport. Oui, j'ai donné 2 ans. Je suis restée amatrice, j'ai mis mes études pas de côté, mais j'ai eu un bachelor, mais c'est-à-dire que j'ai pas fait les études aussi poussées que j'aurais voulu, mais il fallait faire un choix parce que je voulais retourner au golf. Et ça m'a pris 2 ans pour avoir cette victoire-là, ce passage sur le circuit européen. Je ne sais pas combien de temps j'aurais tenu sans ça, mais c'est vrai que la période avec la crise sanitaire a été très compliquée parce que j'avais pas de vision sur ma carrière, sur ce qui allait se passer. Est-ce que j'étais en train de perdre du temps ou est-ce que j'étais en train de faire la bonne décision? Donc c'était très compliqué d'avoir mes cartes, mon accès au circuit européen dès ma première année. Ça a été vraiment un soulagement et ça m'a vraiment motivée à continuer. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a motivé à continuer bien avant cela? Un modèle, une figure du golf féminin, peut-être marocain, international, quelqu'un qui a inspiré aussi votre style de jeu? J'ai beaucoup de sources d'inspiration. Je suis quelqu'un de très sensible. Aujourd'hui, vous êtes une source d'inspiration. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de Marocaines et de Marocains. Donc, mais pour vous, et peut-être même sur le style de jeu, par exemple. Oui, donc déjà tout d'abord, Maha Hadjoui, c'est celle qui a ouvert le bal, en fait, qui nous a montré que c'était possible de jouer à haut niveau en tant que Marocaine, vu qu'elle a grandi à Agadir, elle s'est entraînée au Maroc toute sa vie. Et en fait, le fait de s'identifier à quelqu'un qui a réussi dans son pays, on se dit que c'est possible. Donc, je la remercie pour avoir ouvert ce bal. J'espère que d'autres joueurs viendront après nous. Et sinon, dans le style, bien sûr, Tiger Woods, je l'ai regardé toute mon enfance parce qu'il montre que rien n'est impossible. Il sort les coups quand il le faut, des coups magiques. Et non, j'aime beaucoup son style de jeu. Et sinon, du côté des femmes, il y a Lorena Ochoa qui ne joue plus. Et il y a Lydia Ko, qui est une joueuse qui a performé très tôt. À l'âge de 14 ans, elle avait sa première victoire professionnelle.
Et j'aime beaucoup son style de jeu. Elle est très posée, très humble. Ouais, I look up to her. People are looking up to you too. Alors, Jalil Ben Azouz, on parle aussi, n'est-ce pas, hein, de cette nouvelle génération. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une nouvelle génération de joueurs de golf marocains, de joueuses aussi marocaines? Absolument. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que disait Inès. Elle a eu 2 années juste avant de passer pro, qui était donc cette crise sanitaire que nous avons tous traversée. Et ça a été compliqué pour elle pour se préparer parce qu'il n'y avait plus de compétition. Et malgré tout, elle a réussi quand même, dès sa première tentative de passer sur les European Tour, elle a réussi à y accéder. Et ça, c'est un exploit hein, déjà. Et donc nous, pendant ces 2 années de crise sanitaire, où on avait pratiquement l'activité golfique en plein air était un petit peu, bien sûr, mise en stand-by, on a réfléchi, on a travaillé, on a fait un bilan de tout ce qui a été fait auparavant pour justement développer ce haut niveau marocain. Donc, on est revenu sur les résultats que nous avons obtenus, que ce soit avec les garçons, avec les filles. Et bien sûr, c'était des heures de réflexion à distanciel. On n'était même pas ensemble, mais on avait le temps de réfléchir ensemble. Faire une propre introspection finalement. Voilà, on a fait une introspection de ce qui a été fait par la fédération et un benchmark de ce qui se fait ailleurs. Dans des pays qui sont similaires aux nôtres, avec le même nombre de licenciés, avec les mêmes infrastructures. Et voilà, donc on a tiré une conclusion qui nous a sauté aux yeux. Hein. Il a suffi de voir les meilleurs joueurs du monde et on s'est rendu compte qu'ils étaient pratiquement à 80% issus du milieu universitaire, du golf universitaire. Alors, quand je parle de golf universitaire, on va se diriger maintenant vers les États-Unis, où vous savez que le sport universitaire, d'une manière générale, est très, très important, que ce soit au niveau de la qualité, et c'est aussi... De l'esprit aussi, ça mindset. Oui, et ça ouvre des portes dans des universités prestigieuses. Quand vous avez un bon niveau dans un sport, ben c'est les universités qui vont venir vous chercher. Tout à fait. Qui vont vous donner des bourses. Et bon, on s'est dit que c'était aussi pour nous disons, le bon cheminement pour essayer de faire, disons, apparaître des futurs champions marocains. Donc la nouvelle génération, c'est ce qui me ramène à votre question, la nouvelle génération de champions marocains, c'est des jeunes qui ont des projets et sportifs et académiques. On va les déceler sur des compétitions que nous organisons au niveau du Maroc. Bien sûr, il y a un travail de développement qui est fait. Hein. Déjà, on essaye de drainer de plus en plus de jeunes à ce sport. Une fois qu'ils arrivent, donc ils ont l'occasion de performer dans des compétitions que nous organisons. Et quand on va trouver un jeune qui a ce double projet... Vous insistez sur ce double projet académique et sportif. Oui, c'est important pour nous. Aujourd'hui, c'est très important de garder cet aspect académique parce que, vous savez, si on arrive à en trouver 100 et qu'on en fait arriver un, les 99 autres, il ne faut pas qu'ils soient juste axés sur le golf. Il faut qu'ils aient aussi un cheminement académique qui va leur permettre de se former à un métier et d'avoir un avenir pour eux. Voilà. Donc c'est cette génération, pour moi, je réponds à cette question, cette nouvelle génération, c'est un double cursus. Et nous informons, nous avons un tour qui est parrainé par un Américain, qui est M. Mike Maguire. Alors Mike Maguire est justement un Américain spécialisé dans le placement de jeunes dans les universités américaines. Donc aujourd'hui, il nous accompagne sur ce tour junior. Et là, on décèle les profils qui peuvent répondre à ce projet que nous avons appelé Road to the Tour. C'est chemin vers le tour majeur, hein, auquel est arrivée aujourd'hui Inès, où il y avait déjà Maha. Donc on essaye de trouver de plus en plus de jeunes qui peuvent arriver à ces tours majeurs de golf. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a quand même un engouement, enfin je ne vais pas dire peut-être un engouement, est-ce qu'on s'intéresse assez au golf ? Qu'est-ce que vous faites justement au sein de la fédération pour qu'on s'intéresse davantage à ces disciplines sportives ? Parce que le cliché que ça reste une discipline élitiste n'est pas propre au Maroc. Hein. C'est un peu partout. Bon, les États-Unis, c'est une exception, parce que, et à juste titre, vous l'avez évoqué dans votre réponse, parce que cela commence
à l'université et même dans les peut-être écoles. avant, dans les écoles. Absolument. Donc, qu'est-ce que vous faites justement pour rapprocher davantage le golf à un plus large public? Alors, peut-être Oui. laisser la parole à M. Monsieur Très Achouri, bien. je vous en prie. Merci Hassan. Donc effectivement, je vais prendre le relais sur ce qu'a présenté effectivement Jalil concernant déjà la possibilité, la reconversion des joueurs. C'est aujourd'hui que nous accompagnons effectivement la commission sportive dans ce cadre-là. Nous avons un certain nombre de joueurs marocains qui effectivement ont évolué à un certain moment et aujourd'hui il n'y a plus vraiment de perspective par rapport à ces personnes-là d'un point de vue golfique. Et nous les accompagnons, nous leur proposons effectivement des formations pour pouvoir se reconvertir à leur choix. C'est-à-dire que quand ils sont intéressés par une reconversion dans un métier lié à la pratique du golf, il n'y a aucun problème, nous les accompagnons, nous leur proposons des formations. Sinon, nous avons des cas où effectivement des anciens joueurs ont préféré se réorienter dans des métiers plus professionnels. Certains sont partis vers l'électricité, nous avons l'exemple de certains qui se sont reconvertis sur la fabrication de la peau d'aluminium, des choses comme ça. Donc nous les accompagnons vraiment dans un projet professionnel de telle manière à ce qu'ils puissent continuer à évoluer et à subvenir aux besoins de toute la famille derrière. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Pour enchaîner sur la partie développement, effectivement, donc il y a énormément de choses qui sont faites. Comme je vous l'ai dit, la partie développement est très importante aujourd'hui pour la Fédération royale marocaine de golf. L'objectif, c'est bien évidemment, comme l'a dit Jalil, d'élargir le plus possible la base de pratiquants. Si je reviens un petit peu sur le cas effectivement d'Inès, Inès a démarré le golf très jeune, donc, comme elle l'a présenté tout à l'heure, à l'âge de 10 ans. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement de drainer le maximum de personnes dès le plus jeune âge. Donc je pense qu'à ce titre, la Fédération a lancé énormément d'initiatives. Il y a eu énormément de séances d'initiation, d'abord des séances d'initiation qui ont été données. Gratuites. Un petit peu, ah oui, de manière gratuite, financée entièrement. Il y a le coût qui peut être un frein pour se lancer dans l'expérience golfique quand même. Alors, ce sont des séances d'initiation dans un premier temps qui ont été lancées par la Fédération royale marocaine de golf à travers l'ensemble des régions du royaume, où effectivement les personnes étaient invitées à venir s'initier au golf, leur reprendre les premières... leur donner un premier feeling vis-à-vis du golf. Et derrière, bien évidemment, il y a d'autres actions qui ont été menées en bonne et due forme, où il y a des conventions aujourd'hui qui sont signées avec un certain nombre d'universités, des complexes universitaires, où effectivement nous lançons la pratique du golf et on s'attache à ce que effectivement ce qu'on voudrait, c'est que le sport fasse partie, le golf fasse partie d'un sport en bonne et due forme et qui soit enseigné dans le cadre d'un cursus universitaire en primaire et en secondaire. Et donc, les autorités voilà. Aujourd'hui, là-dessus, tout le monde nous c'est-à-dire qu'on a accompagne, donc il y a vraiment une adhésion aujourd'hui. Il y a ministère. vraiment une adhésion importante aujourd'hui où effectivement on se lance là-dessus. Donc il y a déjà une convention qui a été citée. Je reviendrai sur des chiffres tout à l'heure par rapport à cette convention universitaire. Donc ça, ce sont des choses, importantes. Tout à fait. Juste pour compléter ce que disait Saad, alors, et de mon côté, celui du haut niveau, donc nous, on signe aussi des conventions avec les clubs qui existent au Maroc. On va chez les clubs, on les subventionne pour mettre en place des écoles, les académies. Il y a un certain label pour chaque titre, hein, école, académie. Bon, c'est un endroit où on enseigne le golf et où on attire les jeunes et on leur prodigue d'abord une initiation et ensuite une fidélisation pour les emmener vers du haut niveau. Donc la fédération a signé pratiquement avec tous les clubs du Maroc des conventions pour mettre en place des écoles. Ça commence par là. Et ces subventions, ça engage les clubs à organiser des compétitions, toujours pour donner la possibilité à ces jeunes de vouloir performer, de vouloir imiter Inès et Maha et d'autres professionnels que nous avons. Donc, on fait le maximum pour drainer de plus en plus de monde et leur expliquer que ce n'est plus un sport qui est justement qui a cette étiquette de sport de riche. Aujourd'hui, mais ça coûte quand même de l'argent, enfin, je veux dire, pour le matériel, pour les inscriptions. Oui, alors on peut en parler. Pour les jeunes... C'est-à-dire que, parce que je me posais cette question en introduction de cette émission, oui. Comment démocratiser la pratique? Avant de parler peut-être même professionnel, pour avoir plus de champions, que faites-vous pour la démocratiser, justement, cette pratique de golf? Alors, ça fait déjà quelques années que, sous l'impulsion justement de notre président, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, nous avons ouvert au niveau de certains clubs qui étaient pilotes au départ,
le club a des jeunes de catégories socio-professionnelles un peu démunies. Donc, ces jeunes sont accueillis dans les écoles gratuitement. Ces jeunes sont équipés gratuitement. Donc, et aujourd'hui, dans ce même élan, et toujours sous l'initiative de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, nous avons mis en place une convention avec une association américaine qui s'appelle Firsty, qui est une association qui a une importance énorme aux États-Unis, qui touche des milliers de jeunes, justement, et qui va, avec le golf, leur apprendre certaines valeurs. Déjà, on les attire vers le golf, mais en plus, l'idée de ces on appelle ça les chapitres Firsty, c'est de donner donc, et d'inculquer à ces jeunes que nous amenons vers le golf des valeurs qui sont l'honnêteté, l'intégrité, l'esprit sportif, le respect, la confiance. Tout ça, c'est des valeurs qu'on va leur apprendre à travers le golf, et ça leur permet de découvrir un sport de manière gratuite. Et voilà, donc on a plusieurs actions pour démocratiser justement ce sport. Au niveau des clubs, aujourd'hui, les tarifs qui se pratiquent ne sont pas exorbitants, on peut en parler. Vous avez des clubs qui, là je parle du Marocain lambda, s'il veut s'inscrire dans un club aujourd'hui, pour 5 ou 6 000 dirhams par an, il peut s'inscrire dans certains clubs. Et voilà, si vous comparez ça à un autre sport, c'est quelque chose qui n'est pas exorbitant. Le matériel aussi, il a subi je veux dire, ce n'est plus les prix qui se pratiquaient il y a quelques années. Aujourd'hui, vous pouvez trouver du matériel à des prix très abordables pour démarrer. Et après, si vous vous accrochez à ce sport et que vous avez envie d'évoluer, effectivement, vous allez avoir besoin de matériel un peu plus performant. Si c'est des jeunes qui sont donc suivis par la fédération, c'est elle qui va leur fournir le matériel pour les faire évoluer. Donc voilà, c'est un sport comme les autres et c'est un sport à part entière. Pour aujourd'hui, une joueuse comme Inès Laklalech a une préparation physique très importante. Ce n'est pas juste... Ça aussi, c'était une image, hein, le sport, on vient, on tape dans la balle. Mais pour pouvoir arriver au niveau où est Inès, il y a toute une préparation physique, mentale, qui est digne des sports les plus populaires, comme le tennis ou le football. C'est vraiment un sport à part entière. Et où on ne compte que sur soi, parce que c'est un sport... En plus, et c'est ça la difficulté du golf. C'est pas comme le foot, où c'est toute une équipe, où les efforts sont un peu conjugués, voilà, mais là, c'est un sport qui est solitaire, j'ai envie de dire. Sur soi et sur les personnes qui vont nous entourer, comme quand on arrive au niveau où Inès, bien sûr, elle va s'entourer de coachs, de cadets, par exemple, qui vont être son équipe et qui vont l'aider à évoluer. Mais oui, il y a un aspect mental qui est très, très important. Vous l'avez estimé à 70%. C'est pas moi, mais c'est un professionnel de golf. Je ne suis pas encore professionnel de golf, mais vous m'avez un peu donné envie de me jeter à l'eau. C'est un peu le but aussi de cette émission, c'est de faire passer des messages aux spectateurs. Et vous, d'abord, hein, je vous attends pour une initiation dès que vous voulez. Pourquoi pas. Inès Laklalech, est-ce que, bon, à part cette partie de coups, combien d'heures cela vous prend concrètement ? Est-ce que le nombre d'heures est parti crescendo depuis que vous êtes professionnel ? Déjà, avant d'intégrer le circuit professionnel, combien d'heures passiez-vous sur un parcours de golf ? L'initiation, je passais, je pense, plus de temps pendant l'initiation que maintenant. J'étais 8-9 heures au golf. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé... Par jour, ouais. Quand j'ai commencé, c'était pendant les vacances scolaires. Et le golf, c'est un sport de précision qui demande une coordination. C'est-à-dire que le club de golf est tout petit, la balle est toute petite, il suffit de rien pour que ça parte en cacahuète. Donc ça a demandé énormément de répétitions pour justement assimiler ce mouvement-là. Donc pendant 3 mois, j'allais tous les jours au golf pendant 8 heures. Et d'ailleurs, vous étiez poussé par vos parents ou c'était vraiment... vous vouliez aller passer 8 heures à jouer, à taper dans des balles de golf? Mes parents sont très respectueux de mes choix. Depuis le début de mon enfance, j'ai voulu jouer au golf. J'ai toujours été une fille très sportive depuis mon jeune âge. J'ai joué au foot, au basket, au handball, au tennis, vraiment à tout. Et le golf, je ne le connaissais pas. Et pour moi, ce n'était pas concevable de ne pas connaître un sport.
Et du coup, mes parents, c'est ma volonté, mais mes parents ont toujours été là derrière à me dire fais ce que tu veux, suis tes intuitions. Et j'en suis très reconnaissante, ils m'ont jamais forcé quoi que ce soit. Et ça change quelque chose à votre vie, cet accompagnement logistique? Quand je dis logistique, c'est bien sûr financier aussi, à couvrir une partie de vos dépenses, parce que ça coûte cher quand même de jouer au golf, et notamment professionnel, bien sûr couvert par la Fédération royale. Bien sûr, bien sûr, c'est un grand soulagement, c'est compliqué de se soucier de l'aspect financier, ça coûte cher, c'est les hôtels, c'est les billets d'avion, c'est les coachs qu'il faut payer aussi, la récupération, les kinésithérapeutes. Je peux citer énormément de frais, le matériel qui coûte cher aussi. Et du coup, le fait d'avoir le soutien de la fédération, c'est vraiment un soulagement et je pense que c'est ce qui me permet aussi de jouer avec aucun souci dans la tête et vraiment de me concentrer que sur mes performances. Le développement justement de la pratique golfique. Parlez-nous, Monsieur Achfoubi, de la politique golfique et de l'évolution, de développement de celle-ci sur la base déjà des résultats qu'on peut voir à travers les 3 segments dont vous avez parlé tout à l'heure. Très bien. Donc effectivement, je voulais revenir sur la partie amateur qui est quelque chose de très important aujourd'hui. On passe d'amateur à professionnel voilà, aussi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'aujourd'hui, même Inès, dans le cadre de son parcours, très jeune, elle a fréquenté en tant qu'amateur dans les plus grands tournois. Et je pense que ça lui a permis également, dans le cadre de ces tournois, de fréquenter les meilleures joueuses à l'époque qui sont aujourd'hui professionnelles et qui sont aujourd'hui à de très haut niveau. Quelque part, c'est quelque chose aussi d'important. Et je pense qu'aujourd'hui, le résultat et la très belle performance d'Inès sur le Ladies European Tour aujourd'hui, c'est que peut-être effectivement elle a déjà côtoyé une partie de ces personnes par le passé, elle n'a pas été vraiment impressionnée, c'est quelque chose qu'elle a connu, elle a évolué autour, donc c'est quelque chose de très important. Et donc à ce titre, je voulais rappeler également que le Maroc organisera en 2027 le championnat du monde amateur. Donc c'est un événement très important qui va se dérouler en 2027 au Maroc. Et aujourd'hui, je pense qu'un des enjeux importants aujourd'hui, c'est d'essayer d'identifier cette jeunesse que nous avons aujourd'hui, de l'ordre qui a aujourd'hui 13... de licenciés, de non-licenciés qu'on pourrait mettre au golf et qui ont aujourd'hui entre 13 et 17 ans. Et si on fait un petit calcul rapide, d'ici 2027, cette même population aura entre 18 et 23 ans ou 19, 25 ans. Et tout l'enjeu aujourd'hui est d'aller dénicher ces jeunes et de les faire grandir, ceux qui existent aujourd'hui, dénicher les meilleurs joueurs, de manière à les faire grandir d'un point de vue golfique et d'un point de vue mental, exactement. Si on parlait des licenciés, justement, alors, effectivement, comment les préparons-nous? Combien de licenciés avons-nous au Maroc? Alors, à date d'aujourd'hui, en 2022, nous sommes à peu près à 6 500 licenciés. Donc, nous étions à 5 000 licenciés en 2019. Donc, nous avons des objectifs 2022 de passer pratiquement à 6 000, 6 500 licenciés, avec un objectif déjà atteint sur 2022, 8 000 licenciés à peu près à l'échéance 2023 et 10 000 licenciés en 2024. Avec, bien évidemment... Donc, d'ici 2027, on aura 20 000 licenciés. Si on part sur cette cadence. Voilà. Donc on essaie d'avoir de 2000 licenciés supplémentaires par année et avec bien évidemment une forte composante. C'est-à-dire que 25% de ces licenciés doivent être... Enfin, on s'efforce à ce que 25% des licenciés soient des jeunes, soient des juniors. Donc aujourd'hui, il y a un effort très important qui est mis en place. On en a un petit peu les valeurs. Nous étions pratiquement à 1000 licenciés. Nous sommes aujourd'hui à 1300, pratiquement 1300, 1400 licenciés d'ici la fin de l'année. On espère arriver d'ici fin 2022, on sera 1800 à peu près licenciés. Donc l'objectif, c'est d'avoir pratiquement entre 500 et 600 licenciés supplémentaires, juniors, chaque année. Ouais, il parle de la catégorie junior. Voilà, oui. La catégorie junior est très importante. Salim Blazous, quelque chose à ajouter par rapport à cela, par rapport à l'élargissement de cette base de licenciés dans le golf, parce que puisqu'on parle de démocratisation, il s'agit de chiffres aussi et d'objectifs chiffrés comme les a développés. Absolument. Absolument. D'abord, je voudrais juste revenir sur une information qu'a donnée Saad, qui est donc l'accueil de ces championnats du monde en 2027. C'est en fait la reconnaissance des instances internationales qui organisent ces compétitions, ces championnats du monde. C'est une reconnaissance pour le savoir-faire marocain au niveau golfique, pour les
pour les capacités d'infrastructure que nous avons. Parce qu'accueillir des championnats comme ça n'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir des dossiers solides. Et le Maroc, avec maintenant, depuis des années, qui accueille depuis des années le trophée Hassan II, la Coupe Al-Amrim, a fait ses preuves au niveau international. Et donc, c'est vraiment une grande nouvelle pour le Maroc de pouvoir accueillir ces championnats du monde, qui est la compétition la plus prestigieuse chez les amateurs. Peut-être on prendra une petite minute tout à l'heure pour expliquer un peu la différence entre amateur et professionnel. Mais donc, Jalil Nazouz, parce qu'il nous reste très peu de temps, je le ferai. Vous en parlez maintenant. Tout simplement, voilà, il y a deux mondes dans le golf de haut niveau, c'est le monde amateur, et puis à bout d'un moment, quand on décide de passer à la carrière professionnelle, ça devient donc un métier, c'est un gagne-pain, en fait. On en fait son métier qui va nous permettre. Là, on passe au monde professionnel. Mais tant qu'on est amateur, on ne joue pas pour de l'argent, tout simplement. Mais le golf amateur est aussi pratiquement important que le golf professionnel, parce que d'abord, c'est la préparation de n'importe quel champion pour pouvoir passer à une carrière professionnelle. Il faut qu'il ait une carrière amateur riche, où elle va permettre d'avoir des expériences internationales, où ils vont jouer avec les meilleurs joueurs internationaux amateurs, donc qui n'ont juste pas aussi passé le cap professionnel. Et donc, ces championnats du monde, c'est vraiment un événement important qui aura lieu dans 4 ans. À nous de le préparer suffisamment. On a le temps de nous préparer, de préparer nos jeunes champions pour améliorer les résultats que nous avons faits au dernier championnat du monde à Paris. On s'est fixé même un classement. On a été 43e chez les garçons et 39e chez les filles. Nos objectifs, c'est d'arriver au top 25, que ce soit chez les garçons ou les filles. Pourquoi pas? On en a les moyens. Aujourd'hui, le Maroc peut je veux dire, on a les infrastructures, on a le savoir-faire, on a un climat qui s'adapte au sport. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas ces niveaux-là à l'échéance 2027. Question justement sur le genre, parce que vous avez parlé de jeunes filles, de jeunes garçons. Oui. Ça a été plutôt positif pour vous d'évoluer dans le golf féminin. Est-ce qu'il y a déjà une différence par rapport, parce que dans d'autres disciplines sportives, pour ne citer que le football, bien sûr, il y a un grand gap entre le football masculin et le football féminin. Est-ce qu'on peut en dire autant? Est-ce que c'est la même chose pour vous dans le golf? Oui, malheureusement, il y a un gap entre le golf féminin et le golf masculin. Les dotations sont beaucoup plus élevées chez les garçons. Malheureusement, c'est un cercle, en fait. C'est justifié parce que les dotations sont moins élevées parce que le golf féminin est moins visionné à la télé. Il y a moins de droits TV pour les femmes. Du coup, ça apporte moins d'argent aux sponsors. Il y a moins de visibilité. Mais malheureusement, c'est un cercle. Mais on remarque une réelle évolution au golf féminin. Il y a un prize money sur le circuit européen féminin qui augmente d'année en année. Là, on est sur un record avec un prize money sur 30 tournois de 25 millions de dollars, je pense. Donc, il y a plusieurs tournois à 1 million de dollars sur le circuit. On remarque une évolution. Il manque encore, bien sûr, avant d'égaliser le système, le circuit américain, le circuit féminin et masculin. Il nous faut encore un peu de temps, mais je pense que le fait de s'entraîner physiquement, de rien faire différemment que les garçons, ça va pousser, je pense, les gens à regarder plus le golf féminin. Et j'espère qu'on arrivera à un moment où le prize money sera égal chez les hommes et chez les femmes, comme dans le tennis. Ce qui est sûr, c'est que on vous a suivi samedi dernier. Il y avait des milliers de Marocains qui vous suivaient pendant que vous jouiez cette finale. C'est sûr que maintenant, on va commencer à suivre le golf féminin grâce à vous. Alors, on le suit grâce à vous. Il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui vous regardent aujourd'hui, ce soir, sur cette émission. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je ne vais pas dire leur conférer des conseils, mais comme peut-être quelque chose à leur dire en tant que championne, tant que jeune golfeuse marocaine. J'ai envie de leur dire que tout simplement, tout est possible.
Il suffit simplement de se donner les moyens de réussir. Et après, ce qui reste à faire, c'est rêver. Parce que pour moi, il n'y a aucune limite. Comme dirait la grand-mère de mon mari, Allah yarhamha, fin ma hditi rasek ghadi tlqah. C'est-à-dire que là où tu poses tes objectifs, tes ambitions, tes attentes, c'est là où tu vas les retrouver. Et je pense que c'est très vrai. Au début de l'année, j'ai posé mes objectifs très très hauts, avec plusieurs victoires sur le circuit. Il y en a une pour l'instant. Et je pense le fait de mettre les objectifs hauts, que je les atteigne ou pas, mais ça me permettra de tout le temps viser haut, repousser mes limites constamment. Voilà, donc moi, mon message principal aujourd'hui, c'est avec la volonté, il n'y a aucune limite, tout est possible. Très bien, c'est sûr. Jalil Benazzouz, les ambitions de la fédération, on va finir avec cela. Les ambitions, les objectifs de la fédération, puisqu'on est dans cet élan d'objectifs et que tout est possible. Absolument. Je vais commencer par, comme on disait tout à l'heure, par rapport au développement. Nos ambitions, c'est d'atteindre les 20 000 licenciés à l'aube 2028. Et à ce titre, si je peux aujourd'hui encourager les jeunes à se renseigner dans les endroits où on peut jouer au golf. Pratiquement dans toutes les grandes villes du Maroc, vous avez des clubs. L'accès est gratuit. Vous pouvez vous initier gratuitement. Vous pouvez même continuer à jouer pour très peu d'engagement ou quasi gratuitement dans plusieurs clubs. Donc, venez découvrir ce sport. Venez rêver d'arriver à un niveau où est arrivé Inès, Maha. On a nos champions, on peut les imiter. Par rapport au haut niveau, j'espère qu'on aura de plus en plus de jeunes et j'aurai de plus en plus de personnes qui choisiront ce sport comme un sport de haut niveau et que nous, à la fédération, on fera tout ce qui est dans nos possibilités pour pouvoir les aider à accomplir leurs rêves. On cherche des jeunes qui ont des rêves et nous, on les aidera à les accomplir. Le message est clair en tout cas, donc il faudra juste venir frapper à la porte de la Fédé. Donc effectivement, concernant les ambitions à venir, en termes de formation, c'est d'être toujours présent, d'accompagner effectivement l'ensemble des intervenants là-dessus. Et je ferai juste une petite référence au dernier accord, à la dernière convention de partenariat signée avec la PGA of America, où effectivement on va se retourner, voir avec la PGA comment lancer un certain nombre de formations qui seront destinées aussi bien aux enseignants et un certain nombre de... Ce qui donne une crédibilité aux licences de ces enseignants-là à l'international. Exactement. Donc, on va s'orienter un peu plus de l'autre côté de l'Atlantique, vers les États-Unis, avec un partenariat dur avec la PGA of America. Donc, c'est la nation de golf par excellence. Voilà. C'est là-bas que cela se passe. C'est là que ça se passe. Un dernier mot, peut-être, Inès, pour nous ce soir, ou peut-être next step pour vous. Oui, donc là, dans 2 semaines, je pars aux États-Unis, à New York, pour jouer le Aramco Team Series. Voilà, donc ça sera mon retour à l'entraînement, retour à la saison et après cette victoire. On verra ce que ça donne. En tout cas, je continuerai à donner le meilleur de moi-même et faire confiance à la vie. On verra ce que l'avenir me réserve. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Nous, on vous fait confiance en tout cas. Et on sera beaucoup plus nombreuses et nombreux à vous suivre. Ça me fait plaisir. Même si on ne va pas se déplacer, mais on va vous suivre à travers le petit écran de chez nous. Inch'Allah. Et on vous suivra certainement sur Médien TV et tous vos exploits, Inch'Allah, futurs. Merci beaucoup. On souhaite très nombreux. Merci Ahsen. Merci. Merci Jalil Benazzouz. Merci infiniment à vous. Merci également à vous, Saad Lachfoubi. Merci d'avoir participé à cette émission, de nous avoir rapprochés davantage de ce monde golfique, de ce monde du golf. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous.